Hello, and today we continue with our Who's Who of Watchmaking series, and though we will mainly focus on watch brands and their history, I thought it would be interesting to expand the concept to other important players of the watchmaking family, and this naturally includes some lesser known examples such as suppliers and other individuals that are key in the industry, whether by their creative approach they bring on the table or simply by their technical and artistic mastery. So this is the reason why today we will do a focus on Jean-Marc Widerech and his company Agenor, because not only is this man a watchmaking genius with a super impressive track record that I will humbly try to rapidly summarize, but if I go by the very large interest the video we published earlier this year regarding his revolutionary chronograph movement, the Agengraph, well, I thought that to put a light with a deeper understanding on who Mr. Widerech is, what has been his trajectory and his role in bringing all these developments introduced over the years, well, that could probably be of a large interest for some of you guys. Quickly coming back on the Agengraph, it really represents a breakthrough in chronograph conception since almost 2 centuries, as simple as that. We've seen it encased in the Fabergé Visionnaire chronograph, a watch that was introduced earlier this year at Baselworld, and quite recently in the Singer Track 1. But to achieve such a development, something Mr. Widerech calls his greatest and most complicated achievement, well, it just didn't happen overnight. There's a bit of serious know-how before getting there. So before listening to the man himself, let me very quickly give you an overview of his career and the mission of his company Agenor, which stands for Atelier Genevois d'Horlogerie, meaning Geneva Watchmaking Workshop. This company's role is to develop watch movements from scratch and or produce modules for complications that can be added to existing movements. A common denominator to all that is done by Agenor is creativity. We're not talking simple 3-hand movement, there's always something special, whether poetic, mysterious, and obviously technically challenging. Something he will not boast about, but nevertheless demonstrates rather well the recognition of his expertise, is the rather spectacular number of prizes he and his company has won over the years, like one after the other at the GPHG, among other ones. Jean-Marc Widerech represents pretty well this kind of independent and free-minded people that have this constant creative dimension well sunk within them, and this can be easily exemplified by simply going over the curriculum of the timepieces and innovation he's been involved with. From the very start of his professional career, he rapidly focused on original and pretty niche aspects of the watchmaking art, with, for instance, becoming an expert on open work movements, which made him understand empirically the constraints of materials used and how he can push this to the limit, something he will transpose in ultra-thin movement developments, including complications such as perpetual calendars. And listen to this, in 1985 he developed a QP only 2.17 millimeter high. I know, sounds a bit crazy, but shows pretty well the ingenuity and dexterity of the man. His next big recognized expertise is with retrograde displays. Again, with some pretty crazy ones, but it's time for me to shut up and listen to Mr. Widerech, who will explain to us much better what has been achieved by him and his team, and how his family business is operating, because yes, it's a family business. His wife has been by his side since many years, and today both his sons are also along him, and everything is set for the legacy to continue, because yes, I forgot to mention, but Mr. Widerech is officially retired, but I just think that his creative mind will never retire. Alors le métier d'Agenor, c'est toute cette longue évolution, mais j'ai mûri de plus en plus et je me suis auto-convaincu, souvent complètement à contre-pied de toutes les autres, que l'humain était absolument fondamental. C'est ce mariage déjà de gens qui ont le savoir, la connaissance et la passion de la construction horlogère, mais qui ont l'humilité de passer du temps avec l'horloger. Et l'horloger doit aller voir le constructeur. Et ils sont toujours ensemble. Et comme vous voyez ici, les portes sont ouvertes, les gens n'arrêtent pas de communiquer. Et quand on voit ce bâtiment, je pense qu'il a déterminé toute cette série de succès. On ne fabriquera pas une montre qui va émouvoir des gens avec des robots.
toute notre énergie, elle est à entendre le client, à essayer de comprendre ce qu'il veut, discuter avec lui, d'imaginer un produit, de le mettre en plan. Et ensuite, on fait fabriquer les fournitures. On sait comment on fabrique les fournitures, mais on ne se mêle pas de ça. On les contrôle extrêmement bien. Et ensuite, on les assemble. Et on fait tous les documents nécessaires pour assembler ça proprement. La maison qui reçoit le module ou toutes les fournitures a la capacité de l'assembler, maîtrise totalement le produit et va faire le service après-vente elle-même. Donc c'est de nouveau la souplesse. C'est une des caractéristiques fondamentales d'Agenor, je pense aussi, c'est d'être incroyablement souple, élastique. Donc, mon tout premier module, ça a été une phase de lune qu'on pouvait corriger sans correcteur et qui devait pouvoir s'intégrer à l'intérieur d'une boîte existante. Et très vite est venue l'envie de faire un quantième perpétuel. Ce qui fait qu'on a réussi à faire un quantième perpétuel sur un mouvement mécanique de 2 mm 20, tout compris, mouvement et quantième perpétuel. Il y a eu après une phase avec Harry Winston, un grand changement quand Max Busser a repris cette maison. Et lui, il a eu une approche vraiment extensive de l'utilisation des possibilités que donnaient ces affichages particuliers rétrogrades. Donc on a fait passablement. J'ai aussi inventé un mécanisme avec des dents élastiques qui permettent de supprimer des ébats, ce qui m'a permis très facilement de décentrer les aiguillages. Ça paraît tout à fait banal, mais ça ne l'est pas. Quand vous avez des aiguilles qui sont plus au centre, qu'on décale quelque part, elles ont la fâcheuse tendance à hésiter parce que vous avez des ébats d'engrenage. Il a fallu les combler et ça a été le brevet le plus important de ma carrière, je pense, c'était d'inventer cet engrenage qui permet de supprimer les jeux. Et depuis là, j'ai pu encore améliorer, faire un pas de plus dans la construction d'autres produits rétrogrades, notamment avec des aiguilles très lourdes. L'approche, elle m'est venue par la maison Van Cleef & Arpels, et simplement de faire tourner un élément très lourd sur la face avant, donc c'était tout un cadran mais très lourd, puis c'était une plaque en or avec de l'émail, c'était pas forcément plat, il fallait faire tourner ça en exactement une année et il fallait mettre au dos de la montre comme un calendrier pour savoir où on se trouvait. Et donc cette montre qui est d'une parfaite élégance, qui a été réalisée pour les 100 ans de Van Cleef & Arpels, c'était la première montre, celle qui a donné ensuite son nom à ce qu'on appelle les complications poétiques. Et ça s'est suivi, ensuite on est venu avec des amoureux. Fameux amoureux, c'est encore aujourd'hui une pièce extrêmement célèbre, importante, qui était le plus long baiser de l'histoire de l'horlogerie, comme Stanislas de Kircis le disait. Et on a utilisé ce fameux brevet, le brevet d'une montre avec un gros trou. Et ce gros trou devait pouvoir laisser la place à plein de choses. On a eu, toujours pour Winston, des excentres, donc on avait l'affichage heure-minute à un endroit et puis on venait afficher en grand le deuxième fuseau horaire, mais aussi des indications de quantième perpétuel. Le plus 9, ça a été très particulier, c'est pas du rétrograde, mais pour moi j'avais tendance à dire aussi que c'est comme du rétrograde parce qu'on a des chaînes qui tournent tout autour de la montre. Et ça a été fait en collaboration avec Éric Giroux, à qui on a passé beaucoup de temps extraordinaire à développer ce concept, très difficile à mettre en œuvre pour réussir à faire tourner 72 diamants autour d'un mouvement. Et après, j'ai retrouvé mon ami Max en lui faisant HM2, HM3, donc une montre très rectangulaire avec 2 hublots par-dessus qui étaient assez saisissantes. Travailler avec Max, c'est que du bonheur. Et il a toujours été passionné par des montres en 3 dimensions. Donc c'est ce qu'on a continué de faire. C'est des sculptures horlogères. C'est plus seulement une montre avec un cadran plat et 2 aiguilles. C'est du volume. Quand on a commencé à travailler avec Hermès, la première chose qu'on a faite, c'est le temps suspendu avec eux. Et on s'est vraiment trouvé. On a discuté longtemps et puis on est venu sur une idée d'arrêter le temps, ce qui est un peu un rêve pour beaucoup de monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton, vous êtes dans une situation où vous êtes comme dans une bulle, vous êtes hors du temps. Et c'est un temps que vous donnez aux gens avec qui vous êtes. Un coup de cœur à la Maison Fabergé, c'est une chose assez incroyable parce qu'on a une liberté extraordinaire, on a une capacité de travail qu'on ne connaît plus aujourd'hui.
et surtout on a un besoin, une envie commune de faire des beaux objets. Il fallait concevoir un mouvement complet parce qu'on n'avait pas la place autrement. Et sur ce mouvement complet, ou dans ce mouvement complet, on allait rajouter une complication tout à fait particulière avec ce qu'on a vu, hein, qui a fait une très très belle montre, la Peacock ou la Winter, qui est inspirée de la Winter Egg ou du Peacock Egg. Et donc il y a 4 plumes qui s'ouvrent, et elles sont splendides, elles se referment brutalement, et elles recommencent la même chose. Et donc pour la première montre que Fabergé présentait donc en 2015, elle a réussi le tour de force d'avoir un grand prix d'horlogerie dans la catégorie des montres compliquées pour femmes. So now that you know more about Jean-Marc Widerrecht and his company, well, to add a bit of perspective, I also asked him how he fell into the watchmaking pit as a kid, what studies did he do and how did he start his career? Ma scolarité n'était pas forcément la partie que je préfère dans la vie. Et quand j'ai eu la chance d'aller visiter un tout petit horloger du quartier, très proche d'où j'habitais d'ailleurs, je suis tombé sous le charme très rapidement et il ne m'a pas fallu long, après 2 samedis matins passés à faire des petites choses, des petits travaux manuels que ce patron m'a donné. J'ai su que c'était mon avenir. Et je voulais faire ça, et donc j'ai arrêté l'école, le collège, pour me lancer dans une formation d'horloger à l'école d'horlogerie de Genève. Et la passion ont fait que oui, c'était 4 ans qui ont été magnifiques. Je suis lancé dans ce métier à cœur perdu, parce que justement j'ai été passionné par ce travail, mais j'étais passionné par l'ambiance qui régnait dans ce petit atelier de vernier. Donc on touchait à tout, de la réparation au mouvement le plus sophistiqué, le plus plat. C'était en 78 qu'on s'est mis à notre compte. Depuis là, on est indépendant. Et on dort une nuit sur 2, mais à part ça, tout va très très bien. Well, I hope this was interesting and see you real soon for some more watchmaking adventures. All the very best to you and thanks for watching.